Alors, j'invite Monsieur Adama Sangré, le maire de Bamako, de Mali, de nous joindre sur scène, s'il vous plaît. Voilà, je vous en prie. J'invite Monsieur Christian Specht, le député maire de Mannheim-Allemagne, de me joindre sur le panel. J'invite Madame Sonia Vaillancourt, vice-présidente du chantier de l'économie sociale de Québec. J'invite Dr. Eri Triorini Adi de Asia Solidarity Economic Council Indonesia. Et j'invite Agnès Gut, directrice de la SCS, Régie des écrivains Strasbourg. Voilà. Voilà. Please have a seat. So, our panel is complete, and may I also invite all of you to take your seats again. So, we are here to discuss, is the solution local? And we want to look at the roles of the territories. In recent years, the emergence of territories as agents of change made it possible to visualize a number of innovative initiatives that promote sustainable and inclusive development. Social economy enterprises and organizations, which are widely recognized for their local roots, are key partners in boosting territories and can contribute to the success of the SDGs. Indeed, we have seen a multitude of initiatives, initially on a local level, such as cities or territories, in an attempt to reach SDGs through social economy and the engagement of civil society. These initiatives aim, for instance, to provide answers to societal issues such as socio-professional integration, job creation, affordable housing, or sustainable mobility. These initiatives have also renewed cooperation and distribution of co-responsibilities in the policy-making practices. The role of public authority is essential to foster the emergence of an efficient ecosystem that can take into account the needs of local social economy actors. And that's what I'm particularly proud to have two mayors here with us who will tell us how they do this in their city. Despite these marked trends in many parts of the world, social economy ecosystems are not always stabilized, institutionalized, or supported with specific public intervention. Public policymakers need to build stronger partnership with social and solidarity actors to promote inclusive development as stipulated by the 2030 Agenda. And indeed, reinforcing social economy impact in territories is of the interest of today's decision makers at all levels, as it benefits local communities and societies at large. And we want to help to increase the visibility, understanding, and recognition of the sector worldwide. As it was said this morning, it is important because here we are in a bubble. We are talking to each other who we agree on social economy, but we have also on a local level to go out and speak with others and bring our message across. Because this altogether will help us to shape a sustainable future and develop cross-regional partnerships and robust ecosystems for an inclusive growth. And therefore, we are looking on an increased cooperation between social economy stakeholders, public and private actors. And these are the different partners we have here on the panel today. And therefore, I would like to start and have a short introduction from, as we said, the mayor of Bamako, who will present what he's doing in his territory, in his city. Thank you very much. Comme vous voulez. Monsieur le ministre, Madame le ministre de l'Investissement,
il est très important pour nous de parler au nom des territoires. Depuis que nous sommes là ce matin, tout ce que nous entendons, l'humain au centre des questions, l'humain au service de l'économie, la limite de l'économie classique, les nouvelles réponses par rapport à la croissance, les nouvelles réponses par rapport à la compétitivité, mais tout cela se passe où? Tout cela se passe dans les territoires. C'est pour cette raison que nous sommes fortement interpellés, nous les pouvoirs locaux, faire en sorte que cette économie, qui constitue une réponse nouvelle aux besoins sociaux de nos populations, soit fortement accompagnée. C'est pourquoi, au nom de mes pairs africains, je voudrais remercier les organisateurs par rapport à cette alliance mondiale qui va se créer au niveau de l'économie sociale solidaire. En tant que vice-président mondial, le président n'ayant pas été là empêché, je voudrais remercier les organisateurs et remercier le gouvernement malien d'avoir accepté de nous accompagner. Le Mali est représenté par 2 ministres. Il y a le ministre de la Solidarité, il y a le ministre des Investissements, qui ont décidé d'accompagner la mairie de Bamako par rapport à cette rencontre qui est plus qu'historique. Les actes sont posés tous les jours. Au niveau des forats, nous prenons des initiatives, mais l'exécution est toujours butée, notamment concernant les territoires à des problèmes de compétences. Ce matin, beaucoup d'intervenants qui ont été des élus à différents niveaux ont parlé de ces questions de transfert. Comme les collectivités n'ont pas les ressources des charges qui les sont effectivement transférées, les réponses doivent se trouver dans le cadre d'une politique de solidarité, d'une politique sociale vis-à-vis de nos populations. C'est dans ce sens-là que nous, au niveau de Bamako, nous travaillons effectivement en parfaite symbiose et étroitement avec le gouvernement. Au niveau du ministère de la Solidarité, la politique est adoptée, le plan d'action est là. Alors, dans l'exécution, nous avons beaucoup d'exemples. Quand nous prenons l'exemple des malentendants, à Bamako, nous avons pris une 60aine d'enfants. Pas des enfants, des gens qui sont dans la production, entre 18 et 25 ans. Nous avions fait en sorte, on les a identifiés, ils étaient dans l'informel. Nous avons fait en sorte qu'ils puissent être constitués en coopérative. Et nous avons souhaité qu'ils soient formés dans la vente des oranges, dans la vente des mangues, et surtout une partie dans la transformation des produits que nous avons à Bamako. Ils peuvent produire du savon. Au niveau de l'Institut malien des aveugles, c'est une école, ils fabriquent la craie. Tellement il y a la mévente que la production s'était arrêtée. Nous avons dit, une telle entreprise ne doit pas s'arrêter. Quand vous partez à l'UMAV, vous visitez l'UMAV, vous voyez même les premiers responsables ne voient pas, c'est un aveugle. Mais que ces gens arrivent à produire de la craie, mais qu'on n'arrive pas à acheter. C'est pour cette raison, lorsque notre ministre dit, dans le cadre de l'économie sociale solidaire, il faut nécessairement des consommateurs. Sans consommateurs, même cette économie va se mourir. Il faut nécessairement que la sensibilisation y soit, il faut que l'éducation soit là, il faut que la formation soit là. Et tout cela, c'est où? C'est dans les territoires. C'est pour cette raison, les pouvoirs locaux, les gouvernements locaux ont un grand rôle à jouer. Les organisateurs, l'Union économique, nous voudrons, au nom de nos pairs africains, nous adresser à l'Union pour demander davantage de souplesse pour que les collectivités aient accès à leurs guichets.
Le grand problème de l'Union européenne, c'est quoi? Quand il y a des programmes, il y a des projets, les collectivités, d'une manière générale, si elles ne sont pas européennes, elles sont difficilement accessibles au guichet. Au niveau de l'Association internationale des maires francophones, nous avons tenté l'expérience. Nous sommes allés à Bruxelles plusieurs fois. Si nous sommes là aujourd'hui en face de l'Union et que c'est l'Union qui est organisatrice, il faudrait nécessairement que l'Union s'engage, comme c'est le lieu des engagements, que l'Union s'engage à faire en sorte que les programmes et projets qui mettent en compétitivité soient plus accessibles. Dans ce sens-là, nous pourrons avoir des réponses à beaucoup d'interrogations que nous donnons, que nous nous posons concernant le financement de l'économie sociale solidaire. L'adhésion est là. Quand nous allons voir la salle est remplie, beaucoup sont là pour avoir des réponses à certaines interrogations. Nous parlons de l'humain au centre des questions. Nous parlons d'humaniser. Mais d'où vient le financement? D'où vient le financement? Nous avons des experts qui nous disent qu'il y a beaucoup d'argent à mobiliser. Il y a beaucoup de projets à financer. Mais le problème qui se pose, quand nous commençons, nous sommes butés à des obstacles. Et à ce niveau-là, si nous pouvons effectivement trouver une réponse, un engagement de l'Union européenne par rapport à ça, je pense que nous allons beaucoup évoluer et nous allons sentir que la grande alliance est là. Autrement, Pacte for Impact, que nous venons, nous repartons confrontés aux mêmes difficultés. Or, les collectivités sont au cœur de l'action parce qu'en contact permanent avec la population sur les territoires, ça va être très difficile que nous puissions évoluer par rapport à notre engagement, à notre détermination. Parce que nous sommes vraiment déterminés à faire changer la situation socio-économique de nos populations à travers l'économie sociale solidaire. Avec votre question, nous allons approfondir la réflexion. Merci de votre attention. Okay. Par contre, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Et comme on a dit, on fait ce panel un peu comme une talk show. C'est pour ça que je vous adresse déjà ma prochaine question. Et en quoi l'économie sociale et solidaire est-elle une innovation sociale pour les collectifs territoriaux? Et en quoi peut-elle contribuer au développement de vos territoires? C'est une innovation au niveau des collectivités territoriales parce que, comme je le dis, c'est une ressource nouvelle. Dans le cadre des compétences qui sont transférées aux collectivités, en général dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de l'aménagement du territoire, entre autres, nous avions assez de projets vis-à-vis des populations, vis-à-vis de notre mission, mais qui sont souvent bloqués dans le cadre, effectivement, pour un manque de financement. Avec l'économie sociale solidaire, nous nous sommes dit qu'il fallait nécessairement aller vers les GIE, les groupements d'intérêt économique, aller vers les coopératives, identifier les couches fragiles de la population, les femmes, les jeunes en déperdition scolaire, et voir dans quelle mesure nous allons les former, les mettre au travail pour leur insertion sociale. C'est là, on ne peut pas le faire avec les ressources traditionnelles des collectivités. Donc, il faut des ressources nouvelles. C'est dans ce sens-là qu'il y a l'innovation. Et c'est dans ce sens-là qu'il faille nécessairement aller vers d'autres bailleurs de fonds qui travaillent dans la réflexion continue de l'humain au cœur de l'économie afin de mobiliser davantage de ressources à mettre à la disposition des territoires, donc des collectivités, pour mettre ces populations en compétitivité pour que la ville puisse avoir sa croissance. C'est là où il y a l'innovation au cœur du système des territoires. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va passer maintenant de Mali à Mannheim, en Allemagne. Et j'invite M. Specht, le maire adjoint de Mannheim, d'adresser le public. Merci beaucoup pour cette invitation à la fondation de la ville de Mannheim. C'était 1607. La majorité des populations pouvaient parler français parce que c'était la langue officielle. Aujourd'hui, c'est seulement 2%.
Et malheureusement, je suis trop jeune pour vraiment profiter de cette langue officielle. Néanmoins, je vais essayer d'en parler en français. Excusez-moi pour toutes les fautes que je peux faire. Mais quand même, oui. Merci pour cette invitation. Pourquoi l'économie sociale est importante pour Mannheim, une ville avec 325 000 habitants dans une région métropolitaine avec 2,5 millions d'habitants, à peu près 3 heures avec le TGV de l'ouest de Paris, dans la vallée du Rhin. C'est une raison pour l'importance de notre sujet. C'est d'abord l'histoire industrielle de notre région et aussi de Mannheim. Mannheim a déjà dû faire face à beaucoup de changements et des mutations économiques, ainsi qu'à leurs conséquences dramatiques pour l'emploi, comme beaucoup d'autres villes en Europe, beaucoup d'autres villes industrialisées. On a perdu par exemple 120 000 d'emplois pendant les dernières 30 années. Et en même temps, c'était important de créer aussi de nouveaux emplois. Et vous voyez, c'est vraiment un défi social. C'est la raison pourquoi le développement de l'économie sociale et solidaire constitue pour nous une réponse aux problèmes d'insertion en permettant d'intégrer dans la société les personnes laissées de côté, personnes éloignées de l'emploi, personnes âgées, personnes handicapées et migrants, et de renforcer la solidarité dans la ville. Pour cela, on a 2 grands objets pour la politique communale. Le premier objectif, c'est de créer un cadre et des conditions favorables à la création d'entreprises sociales. Ça veut dire on a créé un écosystème de start-up pour des divers groupes, aussi pour renforcer et créer des conditions pour des entrepreneurs sociaux. Ça veut dire à peu près 300 entreprises sociales étaient créées depuis 10 années. Et ça fait à peu près 3000 d'emplois dans ce métier. Le deuxième grand objectif de la politique communale est de fonder nous-mêmes nos propres entreprises sociales. Ça veut dire que la ville de Mannheim, comme propriétaire d'une entreprise sociale, par exemple moi, comme responsable pour les finances dans la ville, je suis aussi le président du conseil d'administration d'une compagnie, d'une entreprise pour la gestion de cantines et des restaurants. Vous avez beaucoup de villes en ça, une société à but non lucratif et de donner une chance aux personnes en situation difficile sur le marché du travail. Et depuis le début, près de 50% des salariés ont été recrutés au sein du groupe. De plus, pourquoi venir à Mannheim? Au cours des 20 dernières années, la ville de Mannheim a mis en place cet écosystème de start-up unique, j'ai déjà mentionné. Depuis 2017, les acteurs locaux de l'entrepreneuriat social à Mannheim ont attiré l'attention sur eux. De plus, l'économie sociale de l'Allemagne est façonnée par les associations de bienfaisance. Elles sont actives à différents niveaux, prennent soin des personnes défavorisées, etc. Lorsqu'on additionne toutes les activités de bienfaisance, par exemple à Mannheim, ça veut dire à peu près 9 000 salariés soumis aux cotisations sociales travaillent dans ce secteur. Ça veut dire à peu près, si le domaine social était un employeur, ce serait le 2e plus grand employeur de notre ville. De plus, bon nombre d'activités sont exercées ou renforcées sous forme de bénévolat. Vous voyez, l'économie sociale joue un rôle important et constitue ainsi une part importante de notre société civile. Les problèmes sociaux sont de plus en plus visibles dans les villes. C'est pourquoi les dépenses sociales représentent généralement l'un des plus grands postes de dépenses dans les budgets communaux. Pour être à même de relever ces défis à l'avenir, nous devons apporter notre soutien aux activités des entrepreneurs sociaux, évoquer les possibilités de coopération entre les entrepreneurs et les travailleurs sociaux
et enfin soutenir le transfert d'innovation dans l'économie sociale de manière globale. C'est la raison pourquoi, avec 43 d'autres villes d'Europe, on a créé ce réseau, en anglais c'est European Social Economy Regions, pour traduire les régions européennes dans l'économie sociale. Et c'est un réseau qui, à mon avis, a un grand avenir, et peut-être vous voulez aussi joindre avec votre ville cet réseau. Chers collègues, je me réjouis de vous inviter. Je me réjouis de vous inviter, à la conférence de haut niveau au European Social Economy Summit l'année prochaine à Mannheim. Les dates sont le 26 et le 27 novembre. Oui, exactement, le 26 et le 27 novembre l'année prochaine. En novembre, des informations plus détaillées seront disponibles sur un site web et un appel à projets sera lancé à l'échelle européenne. Veuillez informer vos réseaux locaux de cette opportunité unique d'échange transnational d'expériences dans le domaine de l'économie sociale. Il y a aussi une autre chose qui est peut-être importante si vous voulez participer, parce qu'on a commencé une idée comment on peut localiser les objectifs de développement durable, les ODD. Ça veut dire qu'on a commencé avec un processus de participation avec la population de Mannheim. On a invité plus de 2500 habitants, des entreprises, des établissements, des initiatives et associations, aussi des universités de Mannheim, afin de réunir un grand nombre de propositions et de suggestions pour l'énoncé de mission Mannheim 2030. Et maintenant, c'est aussi mon tâche de mettre en place nos objectifs de mission Mannheim 2030 et les intégrant dans notre plan budgétaire. De plus, on a commencé de travailler sur le niveau international. Un autre exemple pour ça, c'est par exemple le dialogue stratégique global. Vous connaissez déjà le SDG dans le cadre du dialogue stratégique global qui s'est tenu à Mannheim. La ville de Mannheim et le directeur général de l'ONU, Habitat, Mahmoud Moud, ont signé un mémorandum d'entente. L'objet de ce mémorandum d'entente est de fournir un cadre de coopération au sein de l'ONU Habitat et de Mannheim en vue de renforcer leur coopération pour localiser les ODD. Et pour la première fois, on va réaliser le Voluntary Local Reviews. Je pense qu'on peut traduire ça avec les examens facultatifs et d'encourager la gouvernance multiniveau, notamment dans les domaines du développement durable. Et bien sûr, on va rapporter sur le premier résultat de cet examen facultatif l'année prochaine, de sorte que c'est vraiment une possibilité de venir à Mannheim. Vous êtes encore une fois invité de venir. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup des idées qu'est-ce qu'on peut discuter là-bas, et aussi on peut discuter sur des obstacles, comment on peut localiser les ODD, mais aussi pour les obstacles pour l'économie sociale sur le plan local. Mais on peut discuter ça un peu plus tard. Merci beaucoup et j'espère bien vous revoir à Mannheim tous. Merci. Merci beaucoup, and I would also like the occasion to underline that this European Social Economy Summit, which we are planning, and is a very close cooperation between the city of Mannheim, the respective ministry in Germany, because it will happen during the German presidency of the European Union. And this will be one of the big presidency conferences. And we are
really wanting this to have like a follow-up of an event which took place in 2014 in Strasbourg, and we have later on the panel a colleague from Strasbourg who also told me before she was present at this event, and I'm also sure several of you here in the room were present in this event in Strasbourg. So we are trying with this event in Mannheim, which by the way is quite close to Strasbourg, to have a similar dynamic and discussion. So my question to you, Mr. Specht, would be, why did the city of Mannheim, why are you ready to engage in this summit, and what do you hope also that summit brings to Mannheim? Bien sûr, le premier tâche d'un maire, c'est comment on peut organiser la cohésion sociale dans notre ville, dans les communes. Et ça, c'est un très, très grand défi. Vous savez, tous les problèmes qu'on a, c'est pas seulement les problèmes sociaux, c'est aussi la digitalisation, par exemple aussi les changements de climat. C'est aussi une question sociale. Ça veut dire qu'il faut trouver des réponses pour toute une ville avec tous les problèmes, intégration par exemple. Et pour cela, je pense le sujet de ces conférences, l'idée, les mouvements de renforcer l'économie sociale, c'est indispensable pour la politique locale. Et bien sûr, tous les problèmes globaux sont aussi des problèmes locaux. Et on n'est pas je pense qu'on fait partie de la solution et pas des problèmes. C'est la raison pourquoi les maires dans tout le monde et la politique communale est importante pour ces questions. Merci. On passe à Madame Sonia Vaillancourt qui va nous présenter le chantier de l'économie sociale en Québec. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Alors, comme l'a dit la présentatrice, je vais tout d'abord vous dire quelques mots sur le chantier de l'économie sociale, puis vous présenter très brièvement l'écosystème de l'économie sociale au Québec et terminer par quelques raisons qui motivent le chantier de l'économie sociale, adopter une approche plus territoriale. Alors, le chantier de l'économie sociale, sa mission, c'est de promouvoir l'économie sociale comme partie intégrante de l'économie plurielle au Québec et, ce faisant, de participer à la démocratisation de l'économie ainsi qu'à l'émergence de ce modèle de développement basé sur des valeurs de solidarité, d'équité et de transparence. Alors, le mandat du chantier de l'économie sociale, c'est de regrouper les parties prenantes territoriales et sectorielles de l'économie sociale ainsi que leurs partenaires, donc les mouvements sociaux. Ce n'est pas seulement des réseaux d'entrepreneurs qu'il y a au sein du conseil d'administration, mais bien aussi des mouvements, le mouvement syndical, le mouvement étudiant, les mouvements communautaires aussi. Donc, c'est des mouvements qui questionnent, qui interpellent aussi l'action des acteurs. Donc, le mandat de promouvoir l'économie sociale en tant qu'outil de transformation sociale. Le chantier a également comme mandat d'élaborer des outils et des conditions favorables pour permettre donc le développement de l'économie sociale, la consolidation des secteurs et le développement aussi des nouveaux secteurs et des innovations. Par exemple, la transformation numérique et toutes les questions d'environnement sont au cœur aussi des nouveaux secteurs en développement. C'est aussi de participer à la construction d'alliances avec d'autres acteurs socio-économiques travaillant à la transformation du modèle de développement dominant. Alors, concernant l'écosystème pour l'économie sociale, l'écosystème est composé d'outils financiers,
Donc, le chantier a été à l'origine de la création, par exemple, du Réseau d'investissement social du Québec et de la fiducie du chantier de l'économie sociale. Donc, deux organisations qui soutiennent le développement à différents niveaux, donc autant au niveau du démarrage qu'au niveau des plus grands projets en ce qui concerne la fiducie. Et évidemment, le chantier collabore avec d'autres investisseurs publics et privés. Puis, le chantier a développé aussi des outils de commercialisation et jamais seul, on s'entend quand May est à l'initiative. Donc, des outils de commercialisation sous la bannière, par exemple, de l'économie sociale J'achète, donc pour encourager les achats publics. Il y a aussi la plateforme Commerce solidaire, donc qui veut faire la rencontre entre l'offre de produits, de services en économie sociale et les acheteurs. Donc, c'est une plateforme où ces réseaux-là peuvent se rencontrer. Il y a aussi la nouvelle plateforme Akelos, qui est Acheter solidaire. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'économie sociale, donc les produits-services trouvent leur marché. Et il y a aussi plein d'initiatives régionales au niveau de la commercialisation. Le troisième secteur, c'est le développement de la main-d'œuvre. Donc, au Québec, on a une pénurie de main-d'œuvre et nous travaillons en étroite collaboration avec le comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale et solidaire. Donc, qui s'occupe de toutes ces questions. Et il y a aussi beaucoup de promotion qui se fait au niveau de l'entrepreneuriat collectif. Donc, et le quatrième secteur, si on peut dire, c'est le secteur de la liaison et du transfert, qui comprend aussi de la recherche. Alors, pour ce secteur-là, il y a deux principaux organismes, soit le TIES, c'est le Territoire innovant en économie sociale et solidaire, donc qui a le mandat de transférer des connaissances vers les acteurs et aussi de capter les nouvelles tendances émergentes en économie sociale et solidaire. Et il y a le nouvel organisme, donc CITES, donc pour favoriser aussi au plan international le transfert d'innovation et de connaissances et, comme je vous le disais, en plus la recherche. Un des exemples, par exemple, avec le TIES, le Territoire innovant en économie sociale et solidaire, et ça a été mentionné à quelques reprises, la question de l'évaluation de l'impact, c'est quelque chose de très important. Donc, au cours des dernières semaines, le TIES a piloté des travaux au cours des dernières années, mais au cours des dernières semaines, donc, le TIES a réalisé un événement pour adopter une déclaration. Cette déclaration s'appelle la Déclaration de Montréal sur l'évaluation et la mesure d'impact social. Alors, ça mentionne les conditions dans lesquelles l'évaluation et la mesure d'impact devraient être réalisées pour soutenir adéquatement les acteurs. Donc, cette évaluation doit se faire, par exemple, au bénéfice des acteurs et non seulement au bénéfice des bailleurs de fonds, par exemple, qui la demandent, qui répondraient, par exemple, seulement à un objectif, aux objectifs d'une partie. Donc, cette déclaration est disponible sur les sites Internet. Vous pourriez la trouver facilement. Puis, en terminant, ça va? Donc, en terminant, juste pour vous dire que le chantier de l'économie sociale donc, a eu aussi une approche territoriale parce qu'il y a au niveau des territoires la présence d'outils et de ressources d'accompagnement aux acteurs de l'économie sociale. Donc, ça permet aussi, par exemple, au risque ou à
à la fiducie du chantier d'économie sociale, de voir comment les acteurs, les intervenants mobilisent des ressources au niveau local, et ça permet aussi de voir quels sont les impacts en fait des projets, donc et non seulement en termes économiques, mais aussi en termes qualitatifs, donc sur la cohésion sociale, sur la création d'emplois, sur la rétention des jeunes aussi en région. Donc, c'est quelques grandes lignes là, pourquoi le chantier a adopté l'approche territoriale. Et en terminant, cette fois-ci, vraiment, je voulais quand même vous mentionner, Madame la ministre en a parlé ce matin, mais au Québec, nous avons une loi cadre sur l'économie sociale. Donc, cette loi cadre est très importante. Elle a été assortie d'un plan d'action qui est actuellement en révision, donc pour avoir une nouvelle version. Et simplement pour vous dire qu'à l'intérieur de cette loi cadre, l'économie sociale, les entreprises donc sont définies pour répondre aux besoins des membres. L'entreprise doit être indépendante de l'État, doit avoir des balises claires concernant sa gouvernance démocratique. L'entreprise doit aussi aspirer à une viabilité économique. Elle doit, dans le cas de surplus, les distribuer équitablement parmi les membres. Et en cas de dissolution, les reliquats, les biens de l'entreprise doivent être dévolus à une autre personne morale partageant des objectifs semblables. Donc, c'est une loi très importante qui vraiment structure l'économie sociale au Québec. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Et vous avez déjà décrit un petit peu, mais en quoi le Québec et l'expérience du chantier se distinguent en matière de co-construction de politique publique? Parce que ça peut-être être intéressant aussi pour des autres décideurs de voir comment vous faites ce type de co-création des politiques publiques. Alors, merci pour cette question. En fait, le chantier de l'économie sociale qui, comme je vous l'ai dit, regroupe une large partie des parties prenantes, des acteurs de l'économie sociale au Québec, est une organisation sans but lucratif, apolitique. Alors, le chantier existe depuis 1996 et depuis 1996, les différents gouvernements ont toujours reconnu l'économie sociale et tous ses travaux, notamment puisque le chantier regroupe beaucoup d'acteurs, donc ça devient un acteur incontournable, et aussi parce que le chantier a toujours maintenu et continue de le faire. C'est vraiment une orientation au cœur de la mission, maintenir dans le fond un dialogue avec les pouvoirs publics, un dialogue à la fois sur des réflexions sur le développement de l'économie sociale et sur la mise en œuvre aussi de l'économie sociale. Donc, c'est comme ça que le Québec, le chantier de l'économie sociale, a développé un modèle de co-construction qui est là depuis le début et qui se poursuit, bon, avec des petits aléas, mais en général, c'est ce qui se passe. Donc, le regroupement d'une large partie d'acteurs et le maintien d'un dialogue constant avec les pouvoirs publics. Ça va. Merci beaucoup. I would like now to pass to Dr. Eri Triorini Adi from Indonesia. So if you could maybe give your perspective. Thank you. Thank you, Ulla. And first of all, thank you for the invitations for the High Commissioner that enable me to share with you and learn a lot from all of you. As you know, I come from Indonesia. Interesting to listen your experience, the sharing from the key note speakers and as well from the panelists about the SSE and SDGs. It seems that the SSE terms already
common in your countries, but in my countries it's quite complicated to translate the SSE itself into to make them understand what kind of animal is it, yeah. So this is as well the challenge for the advocacy. Then if I talk to them about the SSE, mostly I use in bahasa ekonomi gotong royong. Gotong royong means collective. That's most like more understandable for them rather than using the term of SSE. And then the second reason, though actually the value of SSE as already stipulated in the constitutions, in regulations with the cooperative movement and so on, but it seems it's like only in the constitutions, but if you see the ground, how it's difficult to develop or the battles between the cooperative with the commercial kind of the corporations. So shall I share about my organizations or okay? I work for Yayasan Bina Swadaya, that means the Self-Reliance Development Movement. It's established actually in 1954. That means it has already 54 years old. Yeah, it started with the mass organizations, with farmers organizations, which concern on the justice and economy. So in that time, in 1955, the Indonesians has just 10 years independence. So the concern is from the founders is that so many people are talking about the politics, but nobody's talking about how to bring the politics into the reality, how to increase the welfare of the folks and the people. So that comes the concerns of the students to develop these associations of farmers. Pancasila, or justice of associations farmers for justice and equality. So, but increasing with the economic development in between the 1974 until 1998, a lot of international donors are put their concern to Indonesian development. So our foundations become more socio-economic development institutions. So they try to help the community development activity with the support of the international donor, could be as well from the church and so many different kind of donors. And then we realized that the Indonesians' growth will become more better and better. The income per capita will increase. The organization sees that in the next 10 years, then there will be different situations with the funding for SSE movement. So in 1974, we tried to shift from the donor-depending organizations into the social enterprise. So though the organizations form in legality as foundations, but this is the unique one in our organizations. But now our organizations, the foundations, has already 13 business units, including the microfinance and the commercial. So normally in Indonesia, the industry, the big company, they will build the foundations for the social purposes. But in ours is in contrary. The foundations develop the 13 companies. So, and then until now, so we are become the social enterprise with the 13 companies, including the microfinance. So what is our activity? In 1975, we, at the first, the concern of the agriculture, it was realized that Indonesian is an agriculture society, but there is no agriculture magazine
in Indonesia. So we start to establish to print the agriculture magazine with very technical to help the farmers to know how to grow something and then how to develop the organic pesticide and so on. With a very limited budget, yeah, there is no printing, just only like the very low-cost materials, but we distribute it into the nationwide in Indonesia. So as you know that Indonesia is very, very large, so I recognize that from Amsterdam to Paris only 3 hours. In our country, this is only from one city to other cities. It is not yet between the countries. So then I realized how huge the Indonesia's and as well the challenge. So then with the development of the economy in Indonesia, then the agriculture and the gardenings, agribusiness is growing. Then the magazine become more luxurious with the good printing and glossy covers and so on. So I can say that the flourish of the agribusiness in Indonesia is inspired by this magazine, the Trubus. The name of the magazine is Trubus. It is, in English you can say this is a seedling. So what I want to say that it needs 15 years to have break-even point for that magazine. So it takes a long time to have a social enterprise to get back the investment. So, and then based on this agriculture magazine, we develop a lot of things. We develop expo, we develop shops for seeds, and then for everything to support the farmers to have more production factors in their cities. So this all about but however, there is a challenge. There is a challenge, particularly with the microfinance. Now, the government, with the technology, as well with the SDGs, financing windows, everybody want to say, yes, I'm part of the inclusive financing. So the government cooperate with the mainstream banks, and then they go to the with the technology. They as well go directly door to door for lending as well the money. So then it's compete to the microfinance that we have, and as well a lot of microfinance in Indonesia. Surely there is difference between the bank microfinance with what the CSO do, because the ACS what the CSO do with the microfinance, this is including the community empowerment. We just not lending the money to the poor, but as well we give them assistance how to bring their product into the market. So I think this is the government should see this more clearly. That means access to bank for the poor. It's not just about the lending the money, but as well the community empowerment is there. But the more important point that I want to raise and from my insight is that the role of civil society. In the microfinance, a lot of CSO in the grassroots, NGO playing the role there. So that means if we follow the principle of the subsidiarity principle, everything that can be worked out or delegated to the sub-levels, let's do them. Not just, not the government do this, but it seems that it has been neglected. They just to see the government might be more efficient using the technology, the mainstream bank, and then massive and so on. But they forget this.
the role of civil society who work more closer to the community and with the additional community empowerment. This is actually the answer of the poverty alleviation. So, so this is, I think, the points that I want to raise here. And in other side, I'm really happy to see the two mayors that are concerned with the SSE, with all those programs. I would be glad as well that a lot of mayors such you both to have in Indonesia. I hope that will be like a sister city, then you can a little bit replicate your thought as well to the mayor in Indonesia. That's Ula that I can share to you in that forum. Thank you very much. And thank you also for bringing a different perspective, because we had the city perspective, but of course it is also very important. You mentioned what you're doing in agriculture for the farmers, and I think when we talk about the SDGs, when we talk about the development of the cities, we also need to see how can we connect with the rural areas, what is also the role also between city links and rural links. So I think it is very important when we talk about the SDGs to not see things isolated, but to see where are the connections. And I think in this panel we see on one hand this very global dimension, but on the other hand also bringing the different perspectives. And so from your point of view, because the SDGs are translated into national development priorities, but what for you would be an enabling framework to help you in your work? Seeing the enabling framework, government has already developed a beautiful framework. Yeah, from the parliamentary until the CSO involvement in the planning development. But it's already complete there. But as I check to the ground, whether they understand, do you have already heard about SDGs? Surely not, they don't understand the English. Okay, then I translate into Bahasa Indonesia. Do you understand the sustainable development in Bahasa? Surely, they don't know either. So can you see that the challenge so huge to bring the, if I see from this morning how many times the term of SDG has been told by all of you. But in Indonesia, if you talk to somebody, to the farmers, they don't know what is it. Yeah, and even as well to the government officials, not all understand what is the SDGs. This is like the high level, the National Planning Agency talk about this. But so this is a lot of challenge to internalize this all beautiful framework into the actions, into the all hierarchy of administrative from the national, provincial, and then district sub-level until the village. Can you see how is it long way from UN until the village? So I think the media play a role, and then the priority of the government as well play a role on that. Surely the number one, that means the president in concern on this, that will help to boost the understanding of this, not only the understanding, but as well the commitment of all the stakeholders, including the government and as well as the private sectors and then the CSO. But the most that I want to underline here, that the SDGs implementation should be taken seriously, the role of CSO in doing this, because in my observations, a lot of beautiful grassroots activities contribute to the SDGs. They have a value of the SDGs before the SDGs established. They are already there. So I think there should be like the measurement tools that they involve this and appreciate their results. We call it the self-financing SDG. They don't need the government budget to do this. This is really the champions from the rural area to do this. Okay, I hope this answers your questions, Ula. Thank you. Okay. Agnes Good from Régie des écrivains from Strasbourg, un social entrepreneur. Alors, on a maintenant entendu aussi le civil society. Maintenant, quel est le point de vue du social entrepreneur?
Je vais me lever. Hein, je serai plus à l'aise debout pour vous parler. Bonjour, je m'appelle Agnès Gut. J'ai la chance, depuis plus de 25 ans, de diriger une entreprise de l'économie sociale et solidaire. 3 chiffres. 7, 200, 600. 7 chiffres, 7 personnes étaient à la Régie des écrivains. Quand j'ai pris la direction de la Régie des écrivains, mais je n'étais pas directrice à l'époque. Hein. Voilà. Donc je commençais à travailler dans cette structure. On était 7. On est plus de 200 aujourd'hui. Et malheureusement, plus de 600 personnes demandent à intégrer la structure tous les ans et je ne peux en accueillir que 70. Nous accueillons des personnes en situation de handicap et nous accueillons des personnes qui sont des chômeurs longue durée. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on répond à une question qui est quelle est l'implication d'une structure de l'économie sociale et solidaire sur un territoire. Une structure de l'économie sociale et solidaire doit être implantée sur un territoire. Elle ne fait rien toute seule. Elle ne fait rien sans les acteurs qui sont sur le territoire. C'est impossible pour elle de penser savoir travailler toute seule. J'ai la chance aussi que cette structure travaille sur plusieurs secteurs d'activité pour pouvoir proposer à nos salariés, puisque les gens sont salariés chez nous, pour pouvoir proposer à nos salariés plusieurs activités. Pour arriver à vous expliquer comment on fait pour travailler ensemble avec les acteurs du territoire, les techniciens des collectivités locales, les élus, j'ai 3 dates à vous proposer. 92, 93 à Strasbourg, Madame le maire, chez nous on dit Madame le maire, on ne dit pas la mairesse, désolée, mais Madame le maire à l'époque, Catherine Trottmann, qui est devenue députée européenne après, si je ne me trompe pas, c'est ça, a réuni toutes les entreprises de l'économie sociale sur son territoire. Elle leur a dit, elle leur a demandé ce dont ils avaient besoin. À sa grande surprise, la réponse était « Donnez-nous du boulot, donnez-nous du travail ». C'est-à-dire que ce que les entreprises de l'économie sociale demandaient, ce n'était pas des subventions, ce n'était pas des subsides. Ce qu'elles demandaient aux collectivités territoriales, c'était tout simplement de répondre aux clauses sociales qui existent en Europe et de réserver des marchés pour les entreprises sociales afin qu'elles puissent se développer. Elle l'a fait. On s'est tous, pour majeure partie, développés grâce à ça. 92-93. 2014 est arrivé et on a eu cette chance énorme à Strasbourg, le séminaire sur l'Europe et l'économie sociale et solidaire. Et qu'est-ce qu'ont dit les gens de la Commission européenne qui sont arrivés? Et quel est le message qui a été passé par les élus de la Commission européenne? C'était « Attention, on sera là pour vous et maintenant, s'il vous plaît, répondez à des projets européens, soyez innovants sur vos territoires, travaillez avec d'autres pays pour arriver à apprendre des autres et à mettre en place de nouvelles activités. » Ça fait 15 ans que je réponds à des projets européens et que j'ai la chance d'avoir visité plein de structures européennes dans plein d'autres pays. Et c'est une chance énorme parce que j'ai appris beaucoup et que ça m'a permis de développer de nouvelles activités à la Régie des écrivains. 2019, on va arriver à 2019, Monsieur Itier, ici présent, est venu annoncer que Strasbourg est capitale européenne de l'ESS. Bon, je vais être chauvine, je trouve qu'on l'a bien mérité. Voilà. À ce propos, vous avez tous, soit sous vos fesses, soit mis à côté de vous, glissé un petit papier qui est en français et en anglais. S'il vous plaît, complétez-le, c'est 3 cases à cocher. Et nous, ça nous arrangera vraiment pour savoir, pour avoir votre avis sur ce que l'on peut faire et quelles sont les actions que l'on doit expérimenter et construire à ce niveau-là. Voilà. 2019, c'est aussi un territoire French Impact, l'Eurométropole de Strasbourg
et Territoire French Impact. Et j'ai la chance d'être un des co-listiers de ce territoire, ce qui veut dire que nous allons co-construire avec les acteurs du territoire des actions dans le domaine de la santé et du bien-être, des actions dans le domaine de l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi et des actions dans le domaine du développement durable. Parce que l'on pense vraiment qu'on ne peut rien faire tout seul et qu'il va falloir que l'on apprenne tous à travailler ensemble. Et parce que l'on pense vraiment ça, on a tous, pour 2020, répondu à un projet national qui s'appelle 100% Inclusion, et on est 29 partenaires à se dire qu'on est bon dans certains domaines, mais qu'on n'est pas bon dans tout, et que notre boulot, c'est d'être au service des personnes, et que notre travail, c'est d'être au service des personnes les plus éloignées de l'emploi, et qu'on a cette chance-là, mais que, en France, comme dans d'autres pays, tout est bien catégorisé. Donc, on ne peut travailler qu'avec tel type de personne, et puis une autre structure ne peut travailler qu'avec quel autre type de personne, ou c'est une histoire de tranche d'âge. Nous, on a décidé qu'on allait tous travailler ensemble et qu'on s'en fout de l'âge, on s'en fout si la personne, elle bénéficie des minima sociaux ou pas, on s'en fout si elle est reconnue par une structure ou pas. Ce qu'on veut, c'est l'accompagner pour la mettre à l'emploi, et c'est un objectif qu'on a pour les 3 prochaines années, et c'est ce à quoi on va s'engager, nous, à faire dans les 3 prochaines années. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Agnès, et c'était très intéressant de voir, et je crois qu'on comprend pourquoi Strasbourg est si important pour l'économie sociale et solidaire. Et vous avez par exemple donné ce bon exemple de dire que la maire, Madame la maire, a écouté aux besoins. Est-ce que ça, ou est-ce qu'il y a aussi des autres leviers d'action pour favoriser de telles coopérations à Strasbourg? Est-ce qu'il y a d'autres choses à partager? Alors, le territoire est fertile. Il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire. On a beaucoup de structures d'économie sociale et solidaire sur le territoire. On a beaucoup d'élus qui sont très attentifs à ce que l'on demande, qui partagent les choses. On n'est plus dans un climat de méfiance, on est dans un climat de co-construction. On n'est pas dans un climat non, c'est complètement impossible. On va essayer de réfléchir ensemble comment c'est possible de construire les choses. Et ça, c'est un pas en avant qui est quelque chose d'énorme. On n'est plus. J'ai entendu des interventions ce matin où c'était oui, il faut qu'on travaille sur l'impact, sur ce que ça va donner. Mais pétard, on a droit à l'erreur. Et l'économie sociale et solidaire, elle est là aussi pour ça. Elle est pour tester ce que les entreprises ne seront pas capables de tester. Donc, s'il vous plaît, laissez le droit à l'erreur pour pouvoir modéliser derrière et pour pouvoir derrière construire de nouvelles activités, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver demain. C'est pas avec les anciens modèles économiques que l'on va y arriver. Merci beaucoup. Et c'était aussi, pour venir à la fin de notre panel, un très bon fin de laisser expérimenter. I will continue in English because I think it is important, and I think this is the advantage of social economy, that we can bring the social innovation within the business model, within what we are doing. And as you quite rightly said, just try it, just do it. And a lot is also when you have the discussion on the local level, do it together, try to involve also the public authorities, but also the public authorities should be open and have this dialogue. I think this co-creation process, the dialogue, and I think then the local level can be really having a very big impact. Thank you very much.